Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 9 du podcast Nature Aventure Survie, c'est la saison 2, ici Alban Cambe. Dans cet épisode, on aura droit à une interview avec Monsieur Protégor. Deux questions, l'une sur les sorties entre copines et l'autre par où commencer le bushcraft tout bêtement. Et comme d'habitude, un livre en rapport avec la nature. C'est parti! Donc bonjour à tous. On se retrouve dans une forêt bretonne puisque ce sont les vacances, donc j'en profite pour passer beaucoup de temps en Bretagne. Au rang des activités que j'ai pu faire cet été notamment, je suis allé forger un couteau chez mon ami Paolo Simoes. Salut Paolo. Donc un stage de 2 jours très intéressant pour lequel j'aurai l'occasion de vous reparler très prochainement. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai réussi à faire, même si c'était compliqué. Bref, pour commencer, je vous propose donc une interview avec Guillaume Morel, qui est le co-auteur du livre de référence sur la sécurité personnelle. Ce livre, il s'appelle Protégor. Si vous avez touché de près ou de loin aux arts martiaux ou au survivalisme, vous en avez forcément entendu parler. Donc j'ai rencontré Guillaume à l'occasion d'une petite matinée à Paris, on a bu un café ensemble et ensuite je l'ai interrogé sur différents sujets et vous voyez qu'on aura un petit peu digressé par rapport aux propos de départ. Donc tout de suite vous pouvez retrouver l'interview. Je te dis merci déjà d'accepter ce podcast. Mais c'est avec grand plaisir, Alban. Alors justement Guillaume, pour te présenter, en fait on te connaît surtout pour le livre Protégor. Donc c'est ce qui te suit, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la genèse de cet ouvrage qui est devenu finalement une référence dans la littérature française en termes de self-défense, mais surtout de défense personnelle plus largement? Ouais, exactement. Alors, c'est un livre, c'est un concept global d'ailleurs, puisque après le livre a suivi un blog que je continue à alimenter, puis il y a eu pendant 4 ans une émission télé sur Combat Sport, tous les mois, Protégor, le magazine de la self-défense. La genèse du livre, le livre est sorti en mars 2008. On l'a conçu 1 an avant avec Frédéric Boismache, qui est mon co-auteur, que j'avais rencontré sur un stage de self-défense à la CDS, l'Académie citoyenne de défense en situation à l'époque, avec Fred Perrin et Philippe Perotti. Et on s'est rencontré là-bas avec Fred. Fred avait déjà bouquiné un livre que j'avais fait sur le balisong quand j'étais très jeune. Et on a sympathisé comme ça, puis on avait tous les deux une motivation sur la thématique de la self-défense. Et on s'est dit... il faut qu'on fasse un livre différent. Il y a pas mal de manuels sur le marché. Ces manuels, on n'aime pas trop leur conception, puis on trouve surtout qu'ils ne détaillent pas assez ce que l'on a appelé sécurité personnelle, puis défense personnelle. C'est tout ce qui va être comment éviter l'agression, avant d'en arriver au coup de poing, ce qu'on apprend bien dans les salles d'arts martiaux et sports de combat, qui sont nos deux passions à Fred et moi. Mais avant ça, comment on fait pour ne pas en arriver là? Pour ne pas ressembler à une victime, pour voir venir un agresseur potentiel, comment communiquer éventuellement avec lui et éviter l'escalade des mots qui arrivent à la violence, etc., etc. Donc toute cette partie sécurité personnelle, on l'a développée jusqu'à 1/3 du livre. Après on parle de self-défense aussi, et on parle aussi de gérer l'après-agression, gérer les premiers secours, la police, la justice, le choc psychologique, les assurances, etc. Et histoire d'avoir un scope complet de la gestion de l'agression, de très tôt, quand il n'y a aucun problème, jusqu'à le problème est arrivé et il faut gérer les conséquences du problème. Et du coup le livre a très vite bien marché. Les premiers retours que j'ai eus dès le mois d'avril 2008, dès qu'il est sorti, les premiers retours, c'était à l'époque le magazine Pro Sécurité et son rédacteur en chef qui m'avait contacté en disant: ce qui est bien dans votre livre, c'est qu'il n'est pas parano. Parce qu'un des risques de traiter de ces sujets de sécurité personnelle, c'est de se dire, ouais, attends, les gars, ils veulent se barricader chez eux, pas sortir, ils ont peur de tout et tout. Et non, pas du tout, en fait. Et ce qu'on essaye d'expliquer dans le livre, c'est faut juste trouver un bon équilibre entre ne pas être totalement inconscient et faire n'importe quoi, mais pas non plus être parano, avoir peur de tout, se surarmer, se surentraîner et croire que tout le monde en veut à sa peau. Donc voilà, et ça c'est important d'avoir cette sensibilisation à cet équilibre à trouver, et on espère dans les messages qu'on fait passer via le livre, via les prochains livres, via le blog, qu'on n'est pas justement dans la parano. C'est surtout ce qu'on veut pas, ça. Ouais, de toute façon, sur la couverture, il y a bien le mot pragmatique. Ouais, et c'est ça l'idée.
Ouais, et comme tu l'as dit, donc il y a 3 parties. C'est avant l'agression, pendant l'agression et après l'agression. Bien sûr. Et il y a eu une nouvelle édition du bouquin qui est sortie et où vous avez rajouté en fait un petit peu, il me semble, les risques technologiques ou numériques du monde. Alors, les risques numériques, il y a en effet 2 éditions de Protégor. 2008 pour la première, 2017 pour la seconde, qui a été enrichie de plus de 30% de contenu. On s'était... Ouais, j'ai comparé, ouais, bien sûr, j'ai comparé. On a enlevé quelques parties, mais très peu. On a changé certains interviews. On a Thibaut de Montbrial, qui est un avocat pénaliste, que j'ai rencontré après la publication du premier Protégor, puisqu'il m'avait contacté en disant j'utilise Protégor en plaidoirie, et du coup on a sympathisé. Je me suis dit, il est vraiment spécialiste de la légitime défense. Donc, du coup, je vais lui demander d'intervenir dans la 2e édition de Protégor. Et après, on a développé certains sujets qu'on n'avait pas suffisamment approfondis ou apporté de nouveaux sujets par rapport à la première version. Il y a le sujet attentat qui était apparu entre-temps, gérer les plaies par rapport à tout ce qui va être hémorragie, donc sur la partie secourisme. Donc des sujets attentats, même si on l'a pas mis sur la couverture parce qu'on voulait pas faire racoleur, on s'est dit quand même il faut qu'on rajoute ça en termes de contenu dans Protégor. Et la partie numérique, on l'a développée. Elle était déjà présente dans la première version. On l'a développée avec une personne que j'ai rencontré aussi grâce à Protégor, qui est un pratiquant d'arts martiaux, un fan de self-défense, qui est docteur en informatique. Donc on a bien creusé cette partie-là et pour dévoiler quelque chose que j'ai pas encore dit, mais je peux te le dire pour ton podcast, c'est on travaille sur un bouquin dédié entièrement sur la cybersécurité personnelle avec lui, pour aller encore plus loin que ce qu'on a pu faire dans le Protégor 2017, où là on a déjà une bonne première base de sécurité numérique, mais on va aller plus loin et que tout le monde... Il y a vraiment un vrai besoin en France de sensibiliser les gens à la cybersécurité. On ne se rend pas compte des risques qu'il peut y avoir d'usurpation d'identité, de transactions bancaires frauduleuses, d'escroqueries diverses et variées. Il y a beaucoup de choses qui se passent et puis la technologie va très vite. C'est difficile de suivre. Donc il y a quelques principes de sécurité personnelle à avoir dans le monde numérique, dans le monde cyber. C'est ça qu'on va vouloir mettre en place dans un nouveau livre qui sortira en 2020. Ok, on attend ça avec impatience. Juste, je rebondis, Thibaut de Montbrial, il me semble que c'est un avocat qui défend l'idée du port d'armes citoyen, si je ne m'abuse. Ouais, il a peut-être pris des positions là-dessus. Il est aussi... Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne question. Je pense que j'ai fait énormément de voyages aux États-Unis, plus de 25 fois. J'ai un ami proche qui est policier près de Seattle. J'ai rendu visite plusieurs fois 2 semaines. Quand j'arrivais à l'aéroport, il me donnait un gun et je le portais pendant 2 semaines. J'étais armé sur moi. Lui était policier, j'avais le droit. C'était l'État de Washington, c'est du concealed carry, donc tu n'as pas le droit de porter. Voilà, tu dois dissimuler l'arme. Contrairement au Texas, où il faut que ça soit visible. Absolument, oui. Non, mais chaque État est différent. Ouais. Et c'est juste pour dire que justement, quand on dit les États-Unis sont armés, machin, non, il y a 50 États, c'est 50 législations différentes. Oui. Pour la petite anecdote, j'ai un livre qui détaille État par État les réglementations pour la détention et le port d'armes de chaque État. Il y a l'Alaska où c'est open bar, évidemment, et puis New York, Californie où c'est beaucoup plus coercitif. Et donc j'ai pu 2 fois 2 semaines porter sur moi une arme au quotidien. Ça change beaucoup de choses en fait. Il y a un côté pratique et sécuritaire de se dire attention, j'ai une arme chargée, voire chambrée dans l'aine. Ouais. Donc on va faire attention un peu comment on bouge, et puis les règles de sécurité, tout ça. Donc là, la discipline arme. Tout ça pour dire que tout le monde ne peut pas déjà techniquement porter une arme parce qu'on ne fait pas n'importe quoi quand on a une arme, rien que pour soi déjà. Puis après il y a le comportement. On est aux États-Unis, dans un pays où on sait que potentiellement il y a d'autres personnes armées en face de soi. Le comportement, l'effet sur la politesse, la façon de gérer un début de tension entre 2 personnes, c'est pas pareil. Donc tout ça change. Les États-Unis, ils sont habitués, même si on s'est dit que d'un État à l'autre c'était très varié, il y a quand même une culture de l'arme qui est très présente. On en parle dans les médias. Donc je comprends qu'ils y tiennent, qu'on puisse le faire. On transposerait ça en France comme ça, ça serait un drame. Hein. Ça serait immédiatement catastrophique, il y aurait des morts, ça serait le Far West à partir en live. Donc défendre cette transposition des États-Unis à la France, je ne suis pas du tout pour. Maintenant, il y a certaines courants de pensée qui se disent que s'il y avait certains citoyens formés, avec un cadre légal qui serait un peu comme aujourd'hui, quand on veut une arme. Je suis tireur sportif, j'ai des armes à la maison.
La détention est très très cadrée. Il faut aller au minimum 3 fois en club, faire tamponner son carnet de tir tous les ans. Si on arrête de faire du tir régulièrement, on ne peut plus garder ses armes. Il faut que le médecin tamponne et dise oui, cette personne n'a pas de problème psychologique grave et peut avoir une arme. Il y a un contrôle sur chez soi, est-ce qu'il y a des coffres-forts, etc., etc. Donc c'est très cadré quand même. Il y a un temps aussi, un délai pour pouvoir avoir les autorisations, histoire que ça ne s'achète pas sur un coup de chaud. Je ne vais pas acheter une arme. Donc tout ce cadre, il est pas mal en France. Rajouter là-dedans la possibilité à certaines personnes, alors sur quels critères, je n'ai pas suffisamment étudié le sujet pour te dire, moi mes critères c'est cela, pourquoi pas, mais je ne suis pas un défenseur de faire absolument que tout le monde soit armé. Voilà. Après, avoir quelques citoyens armés, je ne serais pas contre sur l'idée si vraiment c'était bien encadré. Après, quand on voit qu'en France on n'est pas capable de bien former les policiers qui eux sont armés, je me dis est-ce qu'on va être capable de bien suivre des citoyens et de mieux suivre des citoyens qu'alors qu'on n'arrive même pas à bien former, à bien suivre des policiers qui ont... Moi j'ai connu des policiers qui me disaient, ils venaient d'entrer dans la police, ils avaient une arme à feu, mais j'ai peur de mon arme à feu. Je ne peux pas la sortir, je sais que si je la sors, je vais devoir faire un rapport, et puis on tire pas assez, donc je sais pas, je suis pas à l'aise avec. J'ai même eu certains qui étaient des amis, on les a amenés au stand de tir, d'ailleurs avec des potes gendarmes ou militaires, pour justement les acclimater. Là, tu dis c'est pas possible, ils ont au quotidien une arme à feu, ils sont pas à l'aise avec. Alors est-ce que dans ce contexte de budget, etc., on serait capable de mettre en place un cadre pour que monsieur tout le monde, enfin certaines personnes qui ont envie, qui sont volontaires et qui sont volontaires aussi pour se contraindre à vérifier qu'ils sont capables de suivre les règles de sécurité, qu'ils sont capables d'avoir un comportement adéquat, de responsabilité par rapport à une arme à feu. Je ne sais pas si on est capable. Si on est capable, pourquoi pas? Moi, sur le principe, je serais plutôt pour. Voilà. C'est vrai que c'est un questionnement qu'on a depuis les attentats finalement de 2015, qui revient assez souvent. Bien sûr. Donc on va enchaîner sur le blog Protégor, sur lequel on trouve beaucoup d'articles sur la défense personnelle. On retrouve également des articles plus sur la pratique sportive finalement. Je me souviens d'ailleurs d'un article que j'avais bien aimé sur le livre d'Amphora sur les calisthénies. Oui. Parce que je suis pratiquant, donc j'aime beaucoup. Ou la muscu poids de corps. Et finalement, on pioche un petit peu sur ce blog, c'est énormément enrichi là, depuis la sortie du livre. Oui. Et si ma mémoire est bonne, à la sortie du livre, d'ailleurs, il y avait une petite partie cachée, il fallait donner le mot qui se figurait en haut d'une page. Bonne mémoire, très bien. Oui, on s'était dit, c'était un truc un peu original qu'on n'avait pas vu ailleurs, de se dire on a plein de choses à donner en plus. Dans l'édition, on est contraint en nombre de pages, on avait déjà fait 288 pages, l'éditeur nous avait donné on ne nous avait pas contraint, mais on avait beaucoup de choses à raconter en plus. Et on s'est dit, tiens, on a un champ possible, c'est de mettre des documents en ligne. Et par contre, si on veut le réserver aux lecteurs de Protégor, on ne peut pas contrôler qui achète pas, mais on va dire, il y a une chose rigolote, c'est on demandait quel est le mot de la page. Et ça veut dire qu'on a le livre entre les mains pour pouvoir trouver le mot. Donc voilà. Cette partie a disparu depuis, j'ai tout mis directement les choses disponibles sur le blog. Le blog a changé d'ergonomie plusieurs fois depuis 2008. Heureusement, Internet évolue. En ce moment, je l'alimente un petit peu moins qu'il y a 1 an ou 2 ans parce que je suis en pleine période d'écriture et que du coup j'ai moins le temps d'alimenter. Après, il y a des hauts et des bas, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de temps un blog à alimenter. Je pense que tu sais à peu près de quoi je parle. Et donc sur le blog, en effet, c'est le périmètre des sujets est un peu plus large que Protégor. Il y a beaucoup d'arts martiaux, des fois des arts martiaux traditionnels, choses comme ça, parce que je suis un passionné et que j'adore parler d'arts martiaux. J'ai un article qui a bien marché, est-ce que les arts martiaux nous rendent finalement plus faibles après avoir pratiqué qu'avant avoir pratiqué, parce que des fois on prend des défauts de ça, donc ça c'est un article qui a beaucoup tourné. Et puis parce que je sais aussi que dans la cible des lecteurs de Protégor, il y a pas mal de fans d'arts martiaux, donc c'est aussi pour ça leur parle, donc j'aborde ce sujet, j'aborde le sujet voyage, c'est un sujet récurrent qui est un petit peu abordé dans Protégor sur la protection voyage et que je vais développer de plus en plus, donc c'est des sujets qui viennent. Il y a le sujet secourisme qui est hyper important, le matériel, c'est difficile, le matériel il y a une sorte de... Il y a des fois des effets de mode sur le matériel, il y a des produits qui viennent de sortir, c'est plus pratique d'en parler dans un blog que dans un livre qui lui est plus intemporel. Voilà, donc je pense qu'il y a des sujets très variés, et puis après je vais aussi parler de sujets proches du survivalisme, parce que aussi c'est une communauté qui est proche de Protégor, qui n'est pas exactement la même, mais il y a des points communs, donc de temps en temps quand j'ai des sujets autour de ça, j'en parle. C'est vaste. C'est finalement un sujet global de sécurité personnelle au sens très très large des choses. C'est peut-être ça aussi qui fait la force de Protégor par rapport à des livres
spécifiquement Krav Maga, déjà qui n'aborde qu'une discipline, mais surtout qui n'aborde que la confrontation, comme tu l'as dit. Ouais. Et là, au moins, c'est vrai qu'on apprend l'avant, l'après. Alors, c'est très bien le Krav, mais dans le livre Protégor, justement, on n'a pas voulu s'associer ni au Silat que je pratique, après Protégor d'ailleurs, après avoir rencontré Michael Ilouz, le Krav Maga, le karaté défense, la savate défense, etc. On n'a pas voulu faire de focus parce que justement on ne voulait pas rentrer que sur une discipline et puis on mélangeait déjà plusieurs disciplines. Après toutes ces disciplines, c'est bien d'en pratiquer. Encore une fois, la discipline importe peu, c'est le prof qui compte. Donc il y a des très bons profs dans toutes les disciplines, hein. Même dans des disciplines des fois qui ne sont pas très estampillées self-défense. Donc il faut aller tester les clubs et puis voir si on a un bon fit avec le prof. D'ailleurs, je me souviens qu'il y a une liste assez longue de plein d'arts martiaux dans Protégor. Exactement. Qui traite de ça. Et sur la calisthénie, parce que tu parlais de la calisthénie qui a été abordée en effet, je suis conseiller éditorial pour Amphora depuis la première parution de Protégor sur tout le sujet action au sens large, arts martiaux, sport de combat, mais aussi sécurité. On vient de sortir un livre qui s'appelle Homme d'action là aujourd'hui, dont je suis assez fier parce que c'est vraiment moi qui m'en place le bouquin grâce à la rencontre de Julien qui est un commando marine, un mec exceptionnel dont la vie est finalement beaucoup plus intéressante que n'importe quel film d'Hollywood. Tu m'avais dit que Jason Bourne c'était... C'est un rigolo à côté, c'est ça. Et ce Julien qui est aussi un grand pratiquant d'arts martiaux, je me suis dit il y a quelque chose à raconter. Il a énormément d'histoires à raconter. J'ai mis en contact avec un pigiste pour bien écrire de manière littéraire les missions qu'il avait. Puis à côté de ça, on a gardé un côté pratique, donc on a rajouté un petit exercice pratique à la fin de chacune des 10 missions qu'il explique. Donc on n'est pas dans le guide pratique pur, on est dans le côté à la moitié nouvelle, mais des nouvelles réelles, hein, parce que l'émission, il n'y a rien qui est truqué. Il y a peut-être quelques éléments de localisation qui ne vont pas être donnés, mais sinon le reste est vraiment réel. Et derrière, un petit peu d'exercice pratique pour garder le côté pratique d'Amphora. Et donc, tous ces livres Amphora, quand je vois qu'il y a un livre qui sort chez Amphora qui peut avoir un lien et intéresser les pratiquants d'arts martiaux, les fans de sécurité personnelle, ceux qui s'intéressent à la sécurité personnelle, je le mets. Calisthénie, je me dis, c'est pour la préparation physique, c'est génial en fait. Et donc je me suis dit, celui-là, il faut en parler, déjà parce que c'est chez Amphora, parce que du coup, ils m'ont passé le bouquin, j'ai regardé, il est vachement bien. Donc je me suis dit, ça vaut le coup d'en parler. Et même si je crois que sur la couverture, et même si à l'intérieur, on voit que du gymnaste, en salle de gymnastique, on fait la calisthénie, ça se pratique partout. Et, moi, mon seul achat, ça a été une barre de traction, et voilà, depuis 2 ou 3 ans maintenant, je fais ça partout. Ah. Et c'est vraiment, ça a développé ma pratique, alors martiale aussi, mais rien que la course à pied, je suis coureur à pied, et j'ai ressenti vraiment tous les bienfaits dans mon allure, dans ma tenue, dans tout, et finalement, c'est une préparation globale. Ouais. Et c'est vrai que ce sujet est parfait. Et ça rapproche d'une autre communauté que j'ai d'ailleurs commencé à citer dans la deuxième édition de Protégor, qui est la communauté du parcours, l'art du déplacement, le free running, etc. Parce que j'ai interviewé William Bell, qui est un des Yamakasi, dans le Protégor 2017, parce que finalement le parcours et l'art du déplacement, puisque c'est la discipline de William, être à l'aise avec les obstacles, la fuite, et c'est une pratique sportive à la fois moderne qui plaît aux jeunes générations et qui est urbaine et qui a du sens avec la sécurité personnelle, parce que ça fait une pratique de conditions sportives très très bonne, c'est exceptionnel d'un point de vue sportif, et ça permet d'être hyper à l'aise dans le milieu urbain. Donc je trouve que c'est une communauté proche qui d'ailleurs adore les arts martiaux en général. Souvent les gens du parcours du free running et de l'art du déplacement sont très fans d'arts martiaux. Donc je trouve qu'il y a des ponts, et c'est intéressant de creuser ces ponts. Tu avais mentionné une émission de télé, donc Protégor, qui s'intéressait finalement à différents arts martiaux. Ouais. Tu es allé voir mon copain Philippe Choisy. Bien sûr. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler finalement de ton parcours martial, dans le sens qu'est-ce que tu as pratiqué, qu'est-ce que tu as aimé pratiquer, et surtout, je sais que tu as publié certains livres très spécifiques sur certaines disciplines. Ouais. J'ai commencé par le karaté Shotokan, qui est le style le plus pratiqué en France quand j'avais 13 ans. J'étais en début de 4e, fin de 5e, quelque chose comme ça. Et là, je suis devenu totalement accro au bout d'un an aux arts martiaux. Donc il n'y avait pas internet, donc très vite je me suis acheté plein de bouquins, je me suis abonné aux magazines, j'ai commencé à m'abonner à des magazines américains. Et donc toute ma jeunesse, au collège et au lycée, c'était karaté. Karaté traditionnel, karaté en compétition, en kata, en combat, tout ce que tu veux, en Auvergne.
J'ai passé ma ceinture noire à 16 ans. Mon premier dan à l'époque fallait attendre 18 ans. J'étais vraiment à fond. C'est très parti. C'était loin de la self-défense, mais c'était voilà, le côté. Il y avait ce côté arts martiaux asiatiques, aussi culture japonaise. Après, j'ai quitté Clermont-Ferrand. Je suis parti à Bordeaux. Je suis dans un club de karaté, ça me plaisait pas. Puis j'avais un pote qui faisait du taekwondo. Il y avait un prof coréen qui s'appelait Han Chun-Tek. Je suis allé faire 2 ans de taekwondo avec Han Chun-Tek. Encore une fois, c'est le prof qui compte. Je me suis rendu compte que j'avais adoré le karaté à Clermont-Ferrand parce que le club était génial, le prof était génial. Je n'ai pas trouvé l'équivalent à Bordeaux. J'ai changé de discipline. J'ai trouvé aussi une ambiance sympa. Et après, je suis venu à Paris. J'ai commencé à bosser pour Karaté Bushido, faire des piges pour le magazine. Et le rédac chef à l'époque, c'était Patrick Lombardo, qui a mis en place un système qui s'appelle le Pankido. Et donc je suis allé dans son club de Pankido, qui est une synthèse d'arts martiaux traditionnels, de self-défense et de MMA-like. Il avait à l'époque les Golden Belt, qui étaient des sortes de compètes de MMA. J'avais déjà arrêté la compétition, donc je n'ai pas fait de compétition en Pankido, mais j'ai fait pas mal de cours avec Patrick, qui est une ouverture d'esprit assez intéressante et qui tournait c'était un prof qui tournait avec tous les élèves, c'était vraiment qui partageait beaucoup. Après j'ai rencontré des profs de Systema très tôt, dont Jean-Michel Leprat qui a interviewé dans le Protégor 2008. Donc j'ai fait un petit peu de cours de Systema, et puis je me disais, tu sais, quand tu vieillis, que tu as 23, 24, 25 ans, que tu as arrêté la compétition, tu te dis pourquoi tu pratiques, tu te poses des questions. Alors ça peut être pour la maîtrise de soi, pour l'énergie interne, pour la santé, plein de choses. Puis moi c'est la self-défense qui me plaisait. Donc j'ai commencé à faire des stages, à m'intéresser justement à la CDS par exemple, et à me dire, Fred Perrin, je l'avais rencontré parce que justement un des premiers livres que j'avais fait, j'avais 22 ans, c'était sur le balisong, le couteau papillon. Fred Perrin, c'est un grand fan de couteau papillon. On s'est rencontrés sur un salon du couteau, il m'a dit « Ah, j'ai vu ton bouquin, c'est génial ». On a sympathisé à ce moment-là. Et il m'a parlé de ses stages, et je suis allé au stage de la CDS, et je me dis « Ah oui, ils ont une approche de la self-défense, on n'est pas du tout en kimono là, il me parle de choses dont on ne m'a jamais parlé dans un dojo ». Et voilà, après j'avais un travail à côté, donc j'ai eu des périodes où je m'entraînais pas mal, et puis des périodes où je m'entraînais moins. Et la chose amusante, c'est que depuis un an, je me suis remis au karaté. C'est-à-dire que j'ai la période Silat, 2008 Protégor. En 2010, je rencontre Michael Ilouz, qui donne des cours de Silat dans l'entreprise où je suis. On sympathise. Et donc je me dis, voilà, le Silat en tant que soi, c'est pas ça qui m'intéresse. L'approche de Michael Ilouz, très très orientée self-défense, ce gars-là c'est intéressant. Et donc je vais à son club. Et depuis un an, je me suis remis au karaté parce que je suis retourné en Auvergne. J'ai revu mon club. Je me suis dit, c'est une Madeleine de Proust. Ça n'a rien à voir avec la self-défense, mais je retrouve des sensations que j'avais quand j'étais plus jeune. C'est la pure passion des arts martiaux. Et du coup, j'ai repris un club à Paris de karaté, en kimono blanc et tout. Et j'y retrouve des fois certains éléments de silat, certains éléments. Je revois le karaté avec une facette beaucoup plus self-défense. Et quand le prof dit, tiens, on va faire un bunkai, donc une explication de kata, je me dis, attends, voilà, je ne le vois plus du tout comme c'était quand j'avais 18 ans. Et là, waouh, j'ai des techniques qui viennent d'ailleurs, qui ressortent. Et en fait, je me dis, mais ça existe en karaté. Donc il y a un côté redécouvert, mais c'est parce que j'ai le temps de le faire en ce moment. Et c'est un plaisir perso pur. Après, voilà. Donc voilà le parcours en quelques mots. Ok. Alors justement, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler de tes projets, notamment projets d'écriture? Alors, il y a plusieurs projets. Il y a des projets avec ma casquette conseil éditorial en Fora. On a envie de faire d'autres livres sur la self-défense, on a une autre approche innovante en cours dont je ne peux pas encore parler parce qu'on n'a pas encore validé les auteurs, etc. Et ça va prendre un peu de temps, donc je préfère pas en parler, mais tout ça pour dire que le sujet self-défense parle chez Amphora et on va continuer à le développer. Et après moi en tant qu'auteur, en ce moment je suis en train de travailler sur 2 livres. Un dont je viens de te parler un petit peu plus tôt autour de Protégor numérique, on va dire, donc tout ce qui va être cybersécurité personnelle. Et puis une autre thématique, parce que l'idée c'est pas de faire un tome 2 de Protégor et d'aller plus loin dans le Protégor qui a un périmètre très global, mais de faire des zooms sur certaines thématiques. Et donc il y a une autre thématique, j'en dirai un peu plus si on se reparle dans quelques mois, il y a une autre thématique qui sortira deuxième partie 2020. Donc cybersécurité mars 2020 normalement, et une autre thématique sur laquelle il faut que je travaille pour Q2, Q3 2020. Ok, ça marche. Alors sur les arts martiaux, la défense personnelle, bref sur ton domaine, est-ce que tu aurais un livre à recommander? Déjà moi je peux recommander Protégor, je l'ai
C'est gentil. Depuis 10 ans quasiment, parce que c'est quand j'avais commencé à faire du Krav Maga à Brest, dans une petite association, Ronan d'ailleurs, si tu nous écoutes. C'est là que j'étais tombé sur ce livre qui m'avait beaucoup touché en fait à l'époque, parce que on n'y voyait pas l'aspect brut de décoffrage de l'art martial avec des techniques bien fixées. Donc moi c'était l'ouverture d'esprit qui m'avait séduit. Donc est-ce que dans ta discipline tu aurais un livre à recommander? Alors, je vais le dire parce que je le pense vraiment et pas parce que c'est chez Amphora, c'est les 2 ripostés de Michael Illouz. Il a sorti 2 tomes. Le premier tome, le noir, riposté 1, c'est le tome théorique. Où alors, il y a la technique dedans, mais c'est vraiment les grands principes pour se créer sa vraie propre méthode de self-défense personnelle et sa propre boîte à outils surtout. Parce qu'en fait, la self-défense, c'est quelque chose de personnel. Et le tome 2, qui est rouge, c'est que des exercices. C'est 90 exercices dans une salle de sport, dans une salle d'arts martiaux, mais aussi dans la rue. Donc aussi des exercices de sécurité personnelle. C'est à la fois intéressant pour le prof et pour le pratiquant. Pour moi, c'est les 2 derniers vraiment livres où je me dis, waouh, ça change, c'est nouveau. Et ce gars-là a vraiment réfléchi à ce dont il parle. Après, il y a d'autres livres intéressants. Quand on prend Lee Morrison qui a sorti un livre sur les urban combatives, il est très intéressant, Lee Morrison, livre en anglais, etc. Voilà. Après, en français, moi c'est vraiment les derniers. Je consomme énormément de livres. Je suis un grand collectionneur de livres d'arts martiaux. J'en ai des centaines et des centaines et des centaines. Récemment, il n'y a rien qui m'a fait waouh, grand effet waouh sur le sujet self-défense. Après, il y a des sujets sur les arts martiaux en général qui sont très intéressants. Les pratiquants de karaté, le dernier bouquin de Guy Sauvin sur l'histoire du karaté français, c'est génial. Ça n'a rien à voir avec la self-défense, mais quand on est passionné de karaté, c'est génial. Voilà, donc il y a plein de livres qui sortent. Peut-être moins qu'à une époque quand même, parce que les arts martiaux, mine de rien traditionnels, à une époque, c'était beaucoup de livres qui sortaient. Il y en a un petit peu moins qui sortent. Peut-être que les gens en lisent un peu moins, peut-être que la pratique baisse un petit peu. Mais un éditeur comme Budo Édition sort des très bons livres, un éditeur concurrent Amphora que j'aime beaucoup parce qu'il sort des livres de très belle qualité sur les arts martiaux plutôt traditionnels. Ok, quelque chose à ajouter? Faites du secourisme, peut-être. Hein, je dis souvent, si tous les pratiquants d'arts martiaux faisaient du secourisme, ça serait génial. Si toutes les personnes qui s'intéressent au bushcraft et à la survie faisaient du secourisme, ça serait aussi bien parce qu'on a un déficit en France. Et je me dis, faisons du secourisme, soyons tous formés. Il y a plein de formations, ça vaut rien du tout. On peut être formé en entreprise, on peut être formé à la Croix-Rouge, avec les pompiers, avec plein de choses, ça coûte moins de 50 €. C'est l'employeur qui peut payer, ou alors, moi je crois que j'avais déboursé 60 € à l'époque à la Croix-Rouge. C'est que dalle. C'est que dalle. Et ça vaut vraiment le coup. Donc, c'est une chose. Il faut se remettre à jour de temps en temps. Mais déjà le faire une fois. Après, on y prend goût. Et après, on sait qu'il faut se recycler au bout de quelques années. Mais déjà le faire une fois, on a les bases. Donc, c'est sûr. Bon, merci beaucoup. Merci Alban, c'était sympa. Cool. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Salut. Un grand merci à Guillaume. Donc, je rappelle, Guillaume est co-auteur du livre Protégor avec Frédéric Bouhamache. Donc, ce livre est vraiment une référence dans le domaine de la sécurité personnelle. Et donc, les nouvelles éditions, comme nous l'avons dit, sont enrichies de contenus qui sont exclusifs et remis à jour pour l'heure actuelle. On va passer aux questions, partie 2. Je rappelle que pour les questions, vous avez différents moyens de me les poser. Donc vous pouvez aller sur mon site albancambe.com avec la rubrique spécifique. Dès que vous arrivez sur la page d'accueil, posez une question, ou alors dans la partie contact. Vous pouvez passer par Instagram, c'est le seul réseau social où je suis encore présent. Vous pouvez m'envoyer un petit message en privé. J'essaye de noter tout de suite la question pour ne pas l'oublier. Si vous écoutez ce podcast sur iTunes, sur Google Podcast, sur Spotify ou ailleurs, sachez qu'en fait, à la base, il n'est posté que sur l'application Anchor, A-N-C-H-O-R. Et en vous rendant sur mon profil Anchor, vous pouvez communiquer avec moi et m'envoyer directement un message vocal en passant par l'application. Et je crois que ça fait le tour de la façon dont on peut me poser des questions. Alors, première question. La première question, c'est Jennifer qui me demande. Alors, bonjour Alban, j'ai découvert récemment le bushcraft, notamment grâce à votre travail. Seulement voilà, étant une femme, je n'ose pas bivouaquer seule dans les bois pour mettre en pratique les joies simples de la popote, du feu de camp et du réveil sous les arbres. J'habite à Lyon, je suis randonneuse de bon niveau, et s'il est facile de trouver des amis de rando, c'est beaucoup moins évident
pour un bivouac en forêt. Connaissez-vous des forums, des associations dans ma région que je n'aurais pas encore trouvées? Avez-vous des conseils pour les bushcrafteuses courageuses, mais pas téméraires dans mon genre? Désolé si vous avez déjà souvent répondu à cette question. Merci et bonne journée, Jennifer. Alors Jennifer, effectivement déjà je suis mal placé pour t'en parler puisque je suis un homme, mais je vais essayer de te donner 2-3 petites pistes. Alors la façon dont moi j'amène les gens à venir bivouaquer avec moi, c'est tout simplement en parlant autour de moi de ma passion. Il s'avère que très souvent, les gens avec qui je vais bivouaquer, ce sont des gens que je côtoie presque quotidiennement, j'ai envie de dire. Donc parfois ce sont simplement des collègues de boulot avec qui je discute et je leur propose tout simplement d'aller bivouaquer avec moi. Moi-même, des fois, je ne connais pas les endroits où on va s'installer, mais j'essaye toujours de trouver une forêt relativement grande, quelque part où je peux m'enfoncer, pour être sûr de ne pas faire de rencontres qui pourraient être pas forcément agréables. Donc ma première astuce, ce serait de trouver simplement une forêt suffisamment grande pour que tu puisses t'éloigner du parking, t'éloigner de la route, parce qu'en réalité, tu vas vite te rendre compte, si tu es randonneuse, tu le sais déjà, que dès qu'on s'éloigne des parkings, dès qu'on s'éloigne des routes, dès qu'on s'éloigne de la civilisation, finalement, on ne trouve plus beaucoup de monde. Et il s'avère que les coins les plus tranquilles pour bivouaquer avec mes amis, ça a toujours été des endroits où il faut marcher pour les atteindre. Donc j'ai en tête par exemple un coin assez joli où il faut faire une bonne heure de marche pour trouver une parcelle dans laquelle on s'enfonce. On a un repère qui est un grand chêne pluricentenaire et on campe donc au pied du chêne. Et là pour le coup on n'a jamais croisé personne. On a juste vu une matinée des vététistes passer à 50 mètres du camp, mais ils ne nous ont pas remarqué. Apparemment, on était suffisamment discret pour ça. C'est parce qu'il y a un tout petit chemin qui passe, qui traverse cette parcelle. Donc déjà, trouve un endroit où tu es sûr de pouvoir t'enfoncer. Ensuite, essaye de motiver les gens que tu rencontres autour de toi. Que ce soit des collègues de boulot, des fois tu ne soupçonnes pas, mais des gens peuvent se montrer très intéressés pour venir passer une soirée. Et de toute façon, tu mets les choses au clair, tu n'es pas spécialement, je dirais, c'est toi qui le dis dans ton mail, tu n'es pas forcément très pointu dans le bushcraft, tu n'as pas forcément l'habitude de bivouaquer souvent, donc mets ça au clair avec les gens et tu dis que c'est simplement une expérience que tu aimerais vivre. Donc essaye d'en parler à tes collègues de boulot, essaye d'en parler à tes collègues, je sais pas, par exemple moi j'ai rencontré des gens à la salle de sport, dans mon club de Krav Maga où j'ai pu échanger avec ça et où on va faire des bivouacs de temps en temps. Donc parle-en autour de toi en tant que passionné de bushcraft et dis bien que tu as envie de tenter l'expérience. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas non plus diaboliser la nuit en forêt. Honnêtement, je n'ai jamais eu de mauvaises rencontres avec des humains. J'ai eu des mauvaises rencontres parfois avec des animaux en pleine nuit, ça c'est sûr, mais avec des humains très rarement. Il y a juste une fois où j'ai campé et j'entendais du piétinement et des murmures un petit peu plus loin et en fait en sortant le nez du hamac, j'ai simplement vu une colonne de militaires en train de faire une marche de nuit avec des petites loupiottes vertes là et tout, et force est de constater qu'ils ne m'ont même pas remarqué. Donc si tu sais te faire discrète, si tu es bien accompagné, si tu gères ton bivouac de façon très réduite, parce que tu n'as pas besoin de faire un feu énorme, tu n'as pas besoin de t'étaler partout, et bien dans ce cas, tu vas être discrète et tu minimises le risque de mauvaises rencontres. Mais je suis d'accord avec toi que c'est toujours plus rassurant d'y aller à plusieurs quand on débute. Donc c'est pour ça, essaye de trouver des copines, essaye de trouver des gens autour de toi. Si tu cherches des gens qui souhaiteraient camper, bivouaquer avec toi, je pense que tu peux tout à fait aller sur le forum bushcraft.fr ou alors le forum de David Maniz, qui doit s'appeler davidmaniz.com. Bref, tu trouveras forcément sur les forums des gens intéressés. Après, il suffit de mettre tes conditions. Tu dis bien que tu voudrais partir, je ne sais pas, avec une femme, plutôt si tu te sens plus à l'aise. Donc ça, c'est à toi de le voir. Donc si je dois résumer, voilà, j'ai juste 3 petits conseils. C'est trouve-toi une forêt grande dans laquelle tu peux aller loin, t'éloigner des routes, t'éloigner des parkings. Trouve des gens autour de toi, des gens que tu côtoies, donc des gens que tu connais déjà. Ça sera beaucoup plus sécurisant pour toi si tu sais que tu revois ces gens et que tu les côtoies au jour le jour. Et enfin, fais un bivouac relativement discret.
essaye de canaliser ton feu, essaye de mettre un hamac, un tarp qui ne se voit pas de loin, essaie de trouver un endroit assez dense. De cette façon, tu seras moins remarquable si c'est vraiment ça qui te pose problème. Mais en tout cas, Jennifer, je pense qu'il ne faut pas diaboliser le bivouac. Le bivouac, sincèrement, vous pouvez le faire quasiment partout et les mauvaises rencontres sont vraiment réduites à partir du moment où vous vous éloignez des indices de civilisation. Vous vous éloignez des parkings, vous vous éloignez des routes, vous campez en plein milieu d'une parcelle assez dense. Je pense que déjà vous écrémez les problèmes et bien sûr on souhaite toujours que les problèmes n'arrivent pas, ça c'est tout à fait normal. Les seuls problèmes qui pourraient vous arriver à la limite ce sont des agents de l'ONF, mais c'est pour ça qu'il faut être relativement discret. Et puis même, les agents de l'ONF, quand ils voient que vous ne faites pas de la merde en forêt, peuvent se montrer tout à fait compatissants, tout à fait enthousiastes même, car ils peuvent agir avec discernement, pour les plus malins d'entre eux. Ça, c'était la question de Jennifer. On passe à la question de Gaëtan, que j'ai reçue en juin. Alors, salut Alban, j'ai une question toute simple. Par où commencer le bushcraft? Merci à toi. Eh bien, merci Gaëtan pour cette question, qui a l'air très simple comme ça, mais en réalité qui est très complexe. Alors, je vais, encore une fois, je le répète, je ne donne que mon avis et je ne dis pas que c'est parole d'évangile, je peux tout à fait me tromper et là, pour le coup, je vais vraiment vous dire mon avis personnel. Par où commencer le bushcraft? Certains vous diraient qu'il faut commencer à apprendre à se servir d'un couteau. Ça c'est vrai, ça fait partie des basiques, on va dire, pour ne pas se blesser. Certains voudraient vous faire apprendre le feu, certains voudraient vous faire apprendre plus la cuisine, les plantes comestibles. À mon humble avis, je pense que, et là ça rejoint ma définition du bushcraft, ma définition à moi, pas celle de quelqu'un d'autre, mais juste ma vision de la chose. Ma définition, c'est que le bushcraft, c'est un ensemble de connaissances et de compétences qui permettent de tirer parti des ressources naturelles. Des connaissances et des compétences. Ça veut dire que, à mon humble avis, pour débuter le bushcraft, il faut être capable de reconnaître certaines ressources. Pas forcément des ressources qu'on va manger, brûler, transformer pour faire du cordage. Pas forcément des ressources qu'on va immédiatement appliquer. Je pense qu'il faut être un petit peu, il faut faire preuve d'un peu d'humilité et savoir se situer dans ses connaissances sur le milieu naturel. Je pense que déjà c'est super important de reconnaître quelques arbres, même si on n'a pas l'utilisation directe. Mais se familiariser simplement avec les espèces les plus courantes, donc un bouleau, un chêne, un châtaignier, un hêtre, un charme, un pin, un sapin. Quand vous êtes capable de reconnaître vraiment ces arbres-là, sans le dire au pif, sans faire de suppositions, mais au contraire, vraiment des déductions d'après les indices que vous voyez, je pense que déjà vous allez vous sentir plus à l'aise. Et ensuite, selon ma définition du bushcraft, les premières choses qu'il faudra apprendre, c'est être capable de reconnaître les ressources, les identifier, savoir éventuellement leur donner un nom, même si ça c'est un petit peu accessoire, pour être à l'aise et pour savoir ce qu'on peut en faire, même si vous ne pratiquez pas immédiatement. Savoir, ça c'est un châtaignier. Châtaignier, je peux, à la fin de l'été, début automne, je peux ramasser les châtaignes. Je sais identifier les châtaignes et les différencier du marronnier qui est toxique. Le châtaignier, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, excellente feuille pour s'essuyer les fesses, après avoir fait caca dans les bois. Châtaignier, l'écorce interne recèle beaucoup de fibres, donc très bien pour faire des cordages, très bien pour faire un nid fibreux pour allumer le feu. Faut savoir identifier un petit peu tout ce qui nous entoure. Là j'ai un pin, le pin également je peux utiliser la résine, je sais identifier le pin grâce à ses aiguilles qui sont groupées. Je peux utiliser sa résine, je peux utiliser son bois lorsqu'il est saturé de résine, justement ce qu'on appelle le bois gras. Je peux utiliser ses aiguilles lorsqu'elles sont encore vertes pour me faire une infusion qui est riche en vitamine C, mais toujours est-il une infusion qui est bien à boire, qui est très bonne à boire après un repas.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a du hou. Donc je sais que le hou c'est une plante qui pique, voilà, mais son bois est très très dur. Donc si je veux faire un manche de hache par exemple, c'est plutôt pas mal. Certains hous ont également ce qu'on appelle un polymorphisme des feuilles. Donc les feuilles vont être d'autant plus piquantes qu'elles sont attaquées par des animaux qui viennent les brouter ou des animaux qui passent, bref, par le contact. Donc si un hou a très peu de piquant sur sa feuille, ça indique qu'il n'est pas souvent dérangé, ça veut dire qu'il est plutôt à l'abri du vent, ça veut dire qu'il est à l'abri du passage. Donc ça peut être un indice de navigation naturelle. Qu'est-ce que j'ai dans le coin? C'est une végétation très acide ici, donc surtout du châtaignier, du pin. En venant, j'ai vu des fougères. Bon, je me méfie toujours des fougères parce que ce sont des nids à tiques. Il faut éviter de trop y traîner. Des bouleaux, voilà, savoir reconnaître un bouleau, c'est évident, c'est une écorce blanche, mais par contre après connaître toutes les applications du bouleau, l'écorce, qui permet de faire du feu, récolter la sève au printemps, les feuilles qui contiennent de la saponine, on peut éventuellement se laver les mains avec, les branchages lorsqu'ils sont secs, ça permet de faire des balais, les toutes petites brindilles qui contiennent également des huiles essentielles sont très bien pour lancer une combustion ultra rapide pour pouvoir faire bouillir de l'eau rapidement. Bref, voilà, juste être capable de dire ça j'utilise pour le feu, ça je peux le manger, ça je peux purifier l'eau avec, ça je peux faire ceci, cela. Juste apprendre à reconnaître. Je pense que c'est la pierre de base du bushcraft. Puisqu'on veut être dans le milieu naturel, il faut se familiariser avec. Et c'est vrai que quand on débute, on a l'habitude on est devant son écran, on regarde des gens qui montrent des choses en vidéo. On n'est pas familiarisé avec la sensation 3D, le toucher, l'odeur, le bruit que ça fait éventuellement. Or, tous nos sens sont extrêmement importants. Et il n'y a qu'en allant sur le terrain qu'on peut découvrir cela. Ensuite vient bien sûr la maîtrise des outils, et là il faudra apprendre à se servir d'un couteau, à se servir d'une hache, à se servir d'une scie, mais j'ai envie de dire que c'est secondaire. À mon humble avis, pour débuter le bushcraft, il faut juste être capable de lire la nature, de reconnaître des ressources, de reconnaître des petites choses rigolotes autour de nous, et puis voilà. Ce matin je suis allé me balader avec mon neveu Lucas. Je lui ai montré comment on allume un feu, je lui ai montré des plantes qu'on peut consommer, donc l'oxalis par exemple, qui a un petit goût acidulé, et les bourgeons de ronce, je les lui ai fait goûter également. Les bourgeons de ronce, donc l'extrémité de la ronce, juste le bourgeon foliaire, vous le ramassez, vous le mangez. Alors c'est astringent, donc ça dessèche un petit peu la bouche, c'est amer, mais derrière se développe toute une palette d'arômes, et il s'avère que suivant l'exposition au soleil, le goût de ce bourgeon de ronce va changer. Alors, lorsqu'il est très jeune, on va avoir plutôt un goût de beurre, un goût de noisette éventuellement. Lorsqu'il est bien ensoleillé, il va avoir un goût de noix de coco. Et alors ce matin, avec Lucas, moi-même, alors que ça fait des années que j'en consomme, que ça fait des années que je me balade dans les bois, qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que le bourgeon de ronce, à l'endroit où on l'a ramassé, je ne sais pas pourquoi, mais il avait un goût de chamallow. Vraiment un goût de chamallow, qui est resté très longtemps dans la bouche, donc c'était vraiment une sacrée découverte. De même, on a découvert une essence, alors une espèce de chêne que je n'ai pas encore identifié, il faudrait que je fasse les recherches, mais qui ont une forme de gland très très particulière, ça ressemble à une toupie. Donc j'ai pas en tête, j'ai pas du tout le nom de ce chêne-là, il faudra que je cherche. Mais voilà, on fait toujours des petites découvertes, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez la pierre de base, vous pouvez extrapoler, découvrir de nouvelles choses. Donc là, le chêne, donc ce gland a une forme vraiment de toupie avec une cupule très étalée, très rugueuse, et un tout petit bout de gland, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots et sans image dégueulasse, hein. Je crois que vous avez l'esprit mal placé d'ailleurs. Donc un tout petit bout de gland qui dépasse, et voilà, vraiment une forme de toupie, et il faut absolument que je cherche en rentrant à la maison ce que c'est comme espèce. Donc voilà Gaëtan, j'espère que ma réponse te satisfait, j'espère que ça pourra te donner des billes pour plus tard. Alors, on termine avec un livre, le temps est en train de changer. L'humidité n'est pas encore trop présente, donc c'est juste que
Le ciel se court, le vent se lève un petit peu et force est de constater que ça vient de l'ouest, donc peut-être qu'il va y avoir un petit peu de pluie. Mais c'est pas grave, on n'est pas en sucre. De toute façon, on dit toujours qu'en Bretagne, il ne pleut que sur les côtes. Les autres sont au bistrot. Donc pour terminer, comme d'habitude, une petite lecture. Alors cette fois c'est un roman, alors un petit roman, hein, il est relativement court, un roman très célèbre de Monsieur Hemingway. Et forcément ce roman c'est Le vieil homme et la mer. Alors je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un classique. Personnellement je ne l'avais jamais lu, donc j'en ai profité cet été pour l'abattre. Et force est de constater qu'on a là une véritable fable, une ode à la nature, une ode au courage humain, mais aussi une ode à l'amour entre un petit garçon et un vieux pêcheur. Donc c'est tout simplement l'histoire de Santiago, un vieux pêcheur de la Havane, qui est bien malheureux puisqu'il n'a pas pêché depuis 84 jours. Et le petit Manolín, qui est un jeune garçon qui va aider justement le vieux pêcheur, n'a plus le droit d'aller pêcher avec lui, à son grand dam. Ses parents préfèrent qu'il aille sur un bateau qui a un petit peu plus de chance, qui ramène un peu plus de poissons. Donc c'est très touchant puisque le petit Manolín s'occupe beaucoup du vieux pêcheur jusqu'à ce que celui-ci décide de partir en mer au 85e jour, si je ne m'abuse, en espérant pêcher cette fois le Saint Graal, donc en espérant ramener vraiment une belle pêche, donc soit plein de poissons, soit au moins un gros poisson pour épater et faire taire tous les autres pêcheurs qui se moquent de lui, qui se moquent de sa malchance. Donc effectivement Santiago s'embarque dans une quête un peu inespérée finalement, et force est de constater qu'il va pouvoir pêcher un très gros poisson. Et c'est à partir de là qu'on assiste vraiment à une lutte entre l'homme et la bête, une lutte qui va se transformer petit à petit en, alors je ne sais pas si c'est le syndrome de Stockholm, mais en une sorte d'amitié entre le poisson et l'homme. Et là on a vraiment cette fusion entre le courage humain, l'obstination. On a un lien avec vraiment l'amour de la nature, la beauté des choses, la force de la nature aussi. Est-ce que la nature va être domptée par l'homme ou pas? Donc un certain suspense. On voit que l'homme très vite s'obstine et cherche absolument à imposer sa vision de la nature. Donc c'est quelque chose d'assez touchant. Donc je ne vous en dis pas plus bien sûr et je vous laisserai lire la fin. Mais c'est une lecture très agréable. Soit dit en passant, alors moi j'ai lu une traduction qui parlait d'un espadon, donc l'homme se bat contre un espadon. En réalité, quand j'avais commencé à le lire en anglais, en réalité il s'agit plutôt d'un marlin, donc ça ressemble à un espadon, hein, mais bon, c'est pas tout à fait la même bestiole, quoi. Donc une bonne petite lecture, ça se lit très rapidement, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est toujours très plaisant. Voilà, ce podcast est désormais terminé. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de m'envoyer un petit mail pour me faire un retour là-dessus. J'essaye de tenir le rythme, de faire un podcast par mois. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, je suis très content de les recevoir. J'essaye de vous répondre aussi rapidement que possible, même si, je l'avoue, c'est peut-être Alzheimer, c'est peut-être la flemme, c'est peut-être que j'ai envie de me déconnecter, mais je ne réponds pas toujours immédiatement. En tout cas, si vous avez des questions, je répète, le site albancamp.com, Instagram par message direct ou alors l'application Anchor pour m'envoyer un message vocal. Et j'espère encore une fois que cette écoute vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous en pensez. On se retrouve donc le mois prochain pour a priori une nouvelle interview, de nouvelles questions, un nouveau livre. D'ici là, bonne journée et bon bushcraft à tous. Ah, puis on va laisser passer les sirènes des pompiers alors. On est mercredi, premier mercredi du mois.